Le titre est osé, c'est les aires protégées. Est-ce qu'elles sauvent finalement la biodiversité? Et vous allez avoir maintenant le regard de gestionnaire. On va commencer par Céline Milliard de l'OFB, ensuite Catherine Sabino de l'IRD, Michel May de la province sud, Joseph Manoté de la province sud, Van Youngstok Dang de la province nord et Aurélie Faudrin du parc marin de la mer de Corée. Aurélie, je te laisse la parole. Céline. Bonjour à tous et merci pour votre présence. Je ne suis pas gestionnaire. Juste, du coup, je suis déléguée territoriale Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna de l'Office français de la biodiversité, qui est un établissement public qui appuie les collectivités dans leur politique en matière de biodiversité. Alors, pour répondre à la multiplicité des enjeux qu'on a évoqués lors de la première table ronde, vous avez compris qu'il y a un certain nombre d'outils qui existent pour préserver la biodiversité. Et parmi ces outils, il y a l'outil aire protégée. Mais mon propos, ça va être de vous dire que cet outil, derrière cet outil, il y a une pluralité et qu'on a vraiment plusieurs déclinaisons des aires protégées. Alors, une petite définition, donc ça, il y en a plusieurs, hein, c'est celle de l'UICN. Donc une aire protégée est un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, donc juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature, ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées. Derrière cette définition qui évoque quelques finalités, quelques objectifs des aires protégées, en fait, dans la réalité, il y a beaucoup plus que ça, il y a des objectifs multiples, notamment en Nouvelle-Calédonie, mais de façon plus large en fait en Océanie, on se rend compte que certaines aires protégées ont été créées, mais avec un objectif initial qui n'était pas forcément de conserver la nature. Il pouvait y avoir une demande territoriale de reconnaissance d'un territoire, et donc évidemment il y avait une protection qui était mise en place qui aboutissait à la protection d'un territoire et donc des habitats et des espèces que ce territoire héberge, mais l'objectif initial n'était pas forcément la conservation de la nature. Et donc en termes d'aires protégées, vous allez avoir une pluralité d'objectifs, donc celui qui est évident, qui est la conservation des habitats et des espèces, mais vous allez avoir d'autres objectifs qui sont associés et qui doivent être en cohérence évidemment avec ce premier objectif, qui sont la gestion durable des activités et des usages, qui peuvent être l'exploitation durable des ressources, qui peuvent être la préservation d'un patrimoine culturel, qui peuvent être, là je l'ai dit tout à l'heure dans l'exemple, répondre à une demande sociale, ça peut être le maintien de la qualité des eaux. Donc vous voyez que en fonction de l'objectif, et vous imaginez bien que du coup, derrière une aire protégée, il va y avoir l'ensemble de ces objectifs. De fait, du coup, comme il y a plusieurs objectifs, on va avoir des organisations différentes. Donc vous allez avoir déjà des modes d'organisation des décisions qui vont dépendre de la répartition des compétences et des contextes. Donc, par exemple, et on l'illustrera tout à l'heure lors de la table ronde, je vais vous donner l'exemple en mer. Donc l'intérieur du lagon, et donc ça s'appelle les eaux intérieures, et ensuite on appelle la mer territoriale, c'est une zone qui a 12 000 nautiques au-delà du lagon. Donc pour vous donner une idée, c'est 20 km au-delà du lagon, donc ça s'appelle les eaux territoriales. Et bien ici en Nouvelle-Calédonie, cette mer dite côtière, elle relève de la compétence de la province sud, ce qui explique que les aires marines protégées dans cette zone-là, elles sont gérées par la province sud. Au-delà, et on va en parler tout à l'heure, c'est compétence gouvernement. Donc c'est le gouvernement qui est gestionnaire du parc naturel de la mer de Corail. Et puis, on l'a vu avec le dernier interlocuteur, vous avez des associations, notamment des associations qui peuvent être chargées aux côtés du gestionnaire, qui est la province ou le gouvernement, soit de l'animation, soit d'actions concrètes. Et d'une aire protégée à l'autre, le niveau d'implication de ces associations va être variable. Autre distinction, autre pluralité, la taille des aires protégées. Tout simplement, en fonction de l'objectif recherché, vous allez avoir des espaces totalement
différents. Par exemple, vous avez la plus petite aire marine protégée en Nouvelle-Calédonie, c'est l'îlot Goéland, qui se situe dans la province sud, parce que son objectif, c'est la préservation d'une espèce sur cet îlot. Et à l'autre bout de l'échelle, vous avez le parc naturel de la mer de Corail qui fait, donc je n'ai pas dit l'îlot Goéland, c'est 0,01 km². Et à l'autre bout de l'échelle, vous avez le parc naturel de la mer de Corail qui fait 1,3 million de kilomètres carrés. Donc, pluralité des objectifs, et bien, en réponse, pluralité des catégories d'aires protégées. Alors, on dit catégorie ou statut, ça veut dire la même chose, c'est le niveau de réglementation qu'on va proposer de mettre en œuvre dans l'aire protégée, et également les systèmes de gouvernance, l'obligation ou non d'avoir un plan de gestion, je vais y revenir après. Alors, en métropole, il y a 15 catégories d'aires protégées ou d'aires marines protégées, et la Calédonie n'est pas en reste, puisque on va l'illustrer aussi dans le reste de la table ronde. Donc, il y a 4 catégories d'aires protégées en province sud, 6 en province nord. Pour le gouvernement, pour les eaux au-delà de la mer territoriale, on en a également 4. Donc, vous voyez que il a fallu construire des outils différents pour répondre à des contextes différents. Un message clé que je voulais vous porter aujourd'hui, c'est que vous avez compris qu'il y a, en réponse à l'analyse des enjeux, différents systèmes, différentes réponses à travers l'aire protégée qui sont apportées. Mais le plus important, en fait, c'est quelle gestion va être mise en œuvre au sein de ces espaces protégés, et surtout, quelle va en être l'évaluation. Donc, selon les aires protégées, vous avez l'obligation ou pas d'avoir un plan de gestion ou un document synthétique qui définit une stratégie. Un plan de gestion, ce n'est pas un plan d'action. Un plan d'action, c'est une liste d'actions opérationnelles que vous voulez mettre en œuvre. Un plan de gestion, c'est vous vous projetez beaucoup plus dans une durée plus longue, de 10 à 15 ans. Vous vous fixez des objectifs, vous mettez en place un système d'évaluation, et évidemment, vous avez un plan d'action. J'accélère. Et donc, l'évaluation, qu'est-ce que c'est ? Ça doit être anticipé dès le départ, parce que c'est pas simplement se dire l'action bidule que j'avais mis dans mon plan d'action, je l'ai faite, oui, non. L'évaluation au sein des aires protégées, c'est vraiment de se poser la question de en quoi cette action que j'ai mise en œuvre m'a permis de me rapprocher de l'objectif initial identifié. Et donc, cette évaluation, elle doit être régulière, parce que vous allez le voir dans les interventions suivantes, on est en constante adaptation au contexte, aux moyens qu'on va dédier, aux choix d'options de gestion qu'on va réaliser. Et donc, pour conclure rapidement mon propos, donc les différents exemples que vous allez entendre aujourd'hui, j'espère vous convaincront de la nécessité d'une richesse et d'une diversité de cet outil aire protégée. Donc, il ne faut pas essayer de faire rentrer tout dans un seul système, et il faut surtout articuler les différentes options qui nous sont offertes, les autres outils. Ce n'est pas l'aire protégée au-dessus des autres outils de protection de la biodiversité, c'est bien l'ensemble de cette diversité d'outils qui est à notre disposition, qui nous permettra préserver, en tout cas de progresser vers la préservation de la biodiversité. Merci. Merci Céline. Alors la parole maintenant est à Catherine Sarno, qui est ethnologue, anthropologue à l'IRD. Bonjour à tous. Merci de m'avoir convié à cette table ronde. Alors, donc, moi, je ne suis pas non plus gestionnaire. Les gestionnaires partageront leurs expériences par la suite. Donc, je suis chercheur à l'IRD en ethnoécologie et en anthropologie. Et je travaille beaucoup sur les transformations dans les savoirs, dans les pratiques, dans les normes de gestion, en particulier en ce qui concerne le milieu marin. Mais là, je vais parler pour toutes les aires protégées. Et on a intitulé ces 5 minutes-là aires protégées en Nouvelle-Calédonie, pourquoi des gouvernances plurielles et variées. Donc, dans l'ouvrage qui a été présenté tout à l'heure, nous mettons en avant dans un des chapitres comment fonctionnent les aires protégées en Océanie, et 3 leviers sont à mettre en œuvre pour que les aires protégées aient une chance d'être opérationnelles. Il s'agit d'intégrer du réglementaire, de passer par la cogestion et d'en assurer le financement. Donc, il y a plusieurs idées qui ont été partagées déjà ce matin, et je vais insister sur un des messages clés qui correspond à ce deuxième levier que je viens de citer. Il faut tendre vers des systèmes inclusifs de cogestion et de gouvernance participative impliquant en particulier les autorités coutumières et les usagers.
Donc il y a trois points qui nous amènent à dire cela. D'abord, on a des systèmes de... On a des contextes sociaux, politiques et historiques de chaque territoire qui constituent vraiment le socle dans lequel doivent se construire les systèmes de gestion. Donc l'histoire de chaque pays et territoire de la région ont conduit à des arrangements différents en Nouvelle-Calédonie, pour prendre l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'aujourd'hui c'est notre sujet. Il y a différents statuts du foncier. On a des terres publiques, privées et coutumières. On a des processus qui sont toujours en cours sur les légitimités et les droits relatifs aux fonciers terrestres et marins. On a des institutions aux compétences spécifiques, donc les collègues de la table précédente en ont déjà parlé, gouvernement, province, commune. On a les aires coutumières également. Je vais pas rentrer dans le détail, je les liste seulement. Il y a un point aussi qui est très important et souvent l'objet de discussion et d'innovation ici en Calédonie, c'est que les autorités coutumières sont présentes sur tout le territoire et elles sont impliquées dans la gestion des aires protégées de manière différente. Elles sont organisées d'abord différemment selon les territoires et selon les années. Il y a des moments où on a une chefferie qui est en place, pendant quelques années il peut ne plus en avoir, donc il faut réussir à s'ajuster à cela. Ça pose des défis aux dispositifs de gestion et aux juristes pour accompagner la construction d'un droit dynamique, mais c'est vraiment des opportunités pour penser la cogestion. Et le deuxième point qui est sur cette diapo, c'est la question des finalités choisies. Alors, je crois que tu as parlé d'objectifs tout à l'heure, Céline, c'est pourquoi est-ce qu'on fait une aire protégée, et le pourquoi on la fait va aussi induire comment on la gouverne derrière. Parce que si c'est une aire protégée qui a pour objectif de permettre la pêche à certains moments ou qui a pour objectif de préserver intégralement un endroit, le système de gestion, co-gestion, il va devoir être pensé différemment. Donc pluriel, pour reprendre le terme que j'employais tout à l'heure. Ça va rendre aussi différent donc, les personnes qui participent à cette co-gestion, donc qui participent, qui décident quelle est la place là-dedans des coutumiers, des collectivités, mais aussi des jeunes, des différents métiers, des associations environnementalistes. Et donc selon les endroits du territoire, on a énormément de différences. On aura des exemples qui seront partagés par les collègues tout à l'heure. Le nombre d'individus qui participent aussi à cette gestion vont être différents. Et je prends juste quelques petits exemples. Une personne peut être référente pour accéder à un espace en particulier. On a des aires, des réserves tabous ou des zones qui ont des fois un autre nom, mais on va aller demander à un chef coutumier pour aller dans cet endroit-là. Il y a un chemin coutumier à suivre. Et il y a des aires protégées où on va articuler plutôt des chemins administratifs et des chemins coutumiers. On pourra aller dans le détail après, mais je laisserai d'abord les collègues parler. En tout cas, il faut retenir que... les systèmes inclusifs de cogestion, ils doivent vraiment s'attacher à inclure les autorités coutumières, les habitants, hommes, femmes, vieux, jeunes, différents métiers, comme je le disais tout à l'heure, et différents groupements, associations, ONG différentes, et les collectivités publiques et les différentes institutions. Et on a ce cas particulier en Calédonie, que les provinces ont leur code de l'environnement différent. Et pour prendre j'ai vraiment du temps, pardon. Pour prendre quelques exemples complémentaires des différentes collectivités provinciales, en province des îles Loyauté, on a 3 modèles qui sont envisagés dans le texte sur les aires protégées, qui a été travaillé. On a gestion provinciale, co-gestion et gestion coutumière. On propose d'avoir ces 3 systèmes qui coexistent. On a les sites patrimoine mondial dont il a été question tout à l'heure, qui existent dans les 3 provinces. Ils sont en cogestion généralement, avec une importante implication associative qui intègre bien souvent des représentants coutumiers également. Donc on a ici en haut à gauche une photo du forum de comité de gestion à Ouvéa en 2015, et on voit qu'il y a du débat, des discussions, d'échanges d'expériences autour de cela. Et la diversité la diversité des organisations, c'est une force en fait aussi, parce que ça permet de s'adapter au territoire à chaque fois. Et là, c'est quelque chose qui en Calédonie a quand même été
manière différente. Alors, il n'y a pas des endroits où ça tâtonne encore, hein, mais il y a pas mal d'expériences qui sont à partager et à changer pour reproduire ou ajuster selon les territoires. Et pour terminer, en Nouvelle-Calédonie, comme dans d'autres territoires d'Océanie, le fait qu'il existe du foncier coutumier, ce qui n'est pas le cas partout, ça peut vraiment être considéré comme une opportunité pour favoriser les systèmes de cogestion, donc s'appuyer sur le fait qu'il y a différents fonciers et intégrer les personnes qui sont déjà officiellement impliquées, concernées par ces systèmes. J'ai terminé pour ma présentation, je vais laisser la parole aux collègues qui, eux, vont parler vraiment d'exemples plus concrets sur leur territoire. Voilà, la parole est à Michel May, qui est chargé d'études à la province Sud. Merci Michel. Bonjour à tous. Alors, le message clé du livre, donc Michel May, chargé d'études province Sud. Le message clé du livre qui me semble important à retenir par rapport à l'étude que nous effectuons, c'est la conception d'une aire protégée et la mise en œuvre pragmatique de son mode de gestion doivent prendre en compte diverses finalités et préoccupations des parties prenantes, ainsi que les nouvelles dynamiques sociétales et économiques. Moi, je vais donc vous parler des différents statuts qu'on a en province sud, des statuts d'aire protégée, comme abordé par Sylvie Petit dans la précédente table ronde. La province sud a adopté son code de l'environnement. C'est un peu la Bible pour nous, où on va retrouver à l'intérieur toutes les réglementations liées à l'environnement. Alors, pourquoi ces différents statuts? Il y a 4 statuts en province sud. Pourquoi ces différents statuts? Bien parce qu'il est nécessaire de s'adapter à la réalité et puis aux différentes finalités permettant de concilier protection de la biodiversité et usage. En province sud, on a un réseau de 55 aires protégées terrestres et marines, qui est illustré ici sur la carte, un petit peu réparti sur l'ensemble de la province sud. Donc ces 55 aires protégées, c'est plus de 11 000 km² de superficie, donc un beau réseau. Donc 4 statuts d'aires protégées, le premier étant la réserve naturelle intégrale. C'est par exemple le cas de la réserve Imerlé, qui est la plus ancienne, créée en 1970. C'est la catégorie la plus restrictive. Toute présence et toute activité humaine sont interdites. C'est un peu comme si on mettait un espace sous cloche. Il existe également une variante avec l'îlot Goéland, on en a parlé tout à l'heure, où l'îlot est fermé une partie de l'année pour protéger une espèce, un oiseau externe de Nougat. Deuxième statut, la réserve naturelle intégrale, naturelle tout court, pardon. On a par exemple le Cap-Endouat, les chutes de la Madeleine ou encore l'îlot Signal. C'est une catégorie qui dispose des mêmes cadres réglementaires que la réserve naturelle intégrale, à la différence qu'elle est accessible au public et qu'on autorise quelques aménagements légers pour canaliser les usages et puis sensibiliser à l'environnement. C'est un espace où on ne touche à rien, on touche avec les yeux. En variante, on a également la réserve naturelle saisonnière, comme le Grand Port dans le sud ou la passe de l'Ambéa, où là, ce sont des espaces qui sont interdits à la pêche une partie de l'année pour protéger des espaces dans lesquels des espèces viennent se reproduire, notamment les loches à taches orange ou les loches bleues, bien connues des pêcheurs de Nouvelle-Calédonie. Vient ensuite le statut d'aire de gestion durable des ressources, une AGDR, c'est un terme un peu barbare, mais en fait c'est une aire protégée dans laquelle on va concilier protection des espaces et des espèces et développement économique, culturel, touristique, pour que tout ça se rentre bien en compte, compatible avec les objectifs de gestion. C'est dans cette catégorie où on doit jouer un petit peu le rôle de funambule entre le développement économique et protection de l'environnement. On a par exemple l'îlomètre et l'îlomètre qui sont des HDR plus marines et puis tournés vers le tourisme. Où on a les sites de Necha ou de Bois du Sud qui sont des HDR terrestres sur lesquels on est plus axé sur les activités de pleine nature. Nous avons enfin le parc provincial, la 4e catégorie, qui est généralement de grande superficie et qui peut être partagé en plusieurs zones.
chaque zone est alors gérée différemment en fonction de ses enjeux, des activités qui sont proposées, des attentes des acteurs de la société. Dans le parc provincial, on peut retrouver d'autres statuts d'aires protégées. C'est le cas par exemple pour le parc provincial de la Rivière Bleue, où à l'intérieur on peut retrouver où on a des réserves naturelles. Donc ça, ce sont les quatre statuts. Maintenant, la réglementation c'est bien, mais la sensibilisation et l'éducation c'est tout aussi important. C'est pourquoi je vais terminer en vous parlant des aires éducatives environnementales, les A2E. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un espèce qui est géré de manière participative par des élèves et des enseignants d'un établissement en partenariat avec tous les usagers de la société, que ce soit les collectivités, que ce soit les associations, les organismes scientifiques, etc. Dans le cadre de sa politique jeunesse, la province Sud est à l'initiative de la création et de l'animation d'un réseau de 23 aires éducatives environnementales aujourd'hui. On a un exemple qui s'affiche là, c'est l'aire de gestion, la 2E du Cap Caméré, où les élèves du collège du Caméré ont mené plusieurs actions avec pour finalité de protéger une espèce végétale micro-endémique, avec une image sur la droite qui est le Philanthus. Donc voilà pour moi, j'en ai terminé, je vais passer la parole à Genève. C'est moi qui ai eu l'air de prendre la parole pour vous la donner, parce qu'on a un petit problème technique à régler. Donc si vous avez une question, il y a la place pour une question sur les 3 premières interventions. Bonjour, donc je ne veux pas monopoliser la parole s'il y a quelqu'un d'autre, comme je suis déjà prise. Bien sûr, il sera plutôt prioritaire. La remarque que j'avais envie de faire, c'était toujours à propos de la géométrie de la table, parce que là, il aurait fallu en fait faire une table à 2 personnes. Parce que, alors, je vais préciser mon propos, j'ai participé au comité de gestion du parc de la mer de Corail, et donc les décideurs, les 2 seules personnes qui à la fin font les choix, en fait, c'est le président du gouvernement et puis le OCA. Et en fait, ils n'ont que faire, du moins en apparence, et aussi dans leur choix, des avis de petites associations locales qui sont représentées. Donc sur la gestion de ces terres marines, eh bien, il y a beaucoup de choses, il me semble, à revoir. Alors la question que j'avais envie de poser à la première intervenante sur l'Office français de la biodiversité, pourquoi ne pas avoir nommé cet office l'Office français pour la protection de la biodiversité? Parce qu'on a l'impression que ce mot manque terriblement, et tout simplement parce que des fois on se pose la question si l'objectif, comme vous l'avez un petit peu laissé entendre, est vraiment de protéger la biodiversité, ou bien de s'en adapter, puis de gérer au mieux entre l'intérêt toujours économique, qui malheureusement, de mon humble avis, est tout le temps mis au-dessus de l'intérêt écologique. Enfin, je ne voudrais pas être trop insistant. Merci. Si vous voulez bien, on va peut-être poursuivre et puis Céline pourra vous répondre. Je répondrai, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Sinon, ça donnera trop de suspense. Le nom de l'établissement a été un savant dosage puisque, pour la petite histoire, en fait, l'Office français de la biodiversité est l'héritier d'un certain nombre d'organismes d'établissements publics qui, pour certains, s'occupaient des aires marines protégées, pour d'autres, s'occupaient de la chasse et de la faune sauvage, et pour d'autres encore, de l'eau et des milieux aquatiques. Donc il y a eu des grandes discussions sur agence ou office, puisque agence était plus proactif que office, faisait plus aux ordres. Il y avait la question de biodiversité, et donc ça c'était en sens non négociable. Ce mot-là devait être l'intitulé de l'organisme. Et quant à l'objectif final de l'Office français de la biodiversité,
je ne peux que vous répondre que bien entendu c'est la protection de la biodiversité, mais c'est la protection de la biodiversité en s'intégrant dans le contexte actuel, et la protection de la biodiversité, on va le voir et c'est le message j'espère, c'est avec l'homme et pas contre l'homme. Et donc il s'agit de, bien sûr c'est l'objectif premier, mais quand les activités elles sont durables et qu'elles sont comprises, on va dire la préservation de la biodiversité est comprise, et on a insisté tout à l'heure sur l'importance de la sensibilisation et de l'éducation. Pour moi, ça ne peut pas être dissocié. Et par contre, il ne faut pas non plus se leurrer. Il y a effectivement des intérêts économiques qui sont en jeu, mais il y a un virage qui est à mon sens, je vais arrêter là le débat parce que je pense qu'on le reprendra après. Il y a un virage qui est pris, et alors on peut se dire tiens, il y a du greenwashing, c'est-à-dire qu'il y a certains qui se saisissent du sujet biodiversité pour verdir, on va dire, leur activité. Mais moi je suis très optimiste et je suis plutôt sur il y a un virage de la société et il faut le prendre et pas avoir peur de le prendre. Voilà. Bien, merci. Joseph, tu peux prendre la parole. Bonjour à tous. Je vais intervenir donc sur un message clé que j'ai retenu parmi de nombreux. Le statut de protection de la rivière Bleue a évolué depuis le début du siècle dernier. Initialement concernée par de l'exploitation minière et puis de l'exploitation forestière, elle est devenue une aire protégée. L'histoire de cette région illustre bien le message qui s'affiche devant vous. Il s'agit bien de la conception d'une aire protégée, de la mise en œuvre pragmatique de son mode de gestion, qui doivent prendre en compte les diverses finalités, tant les préoccupations des parties prenantes que les nouvelles dynamiques sociétales et économiques. Alors que les écrits et la tradition orale dans la région ne mentionnaient pas de présence sédentaire de l'homme dans ce qui est aujourd'hui en fait le parc de Rivière Bleue, les premières concessions minières ont été attribuées en 1900. En parallèle, une exploitation forestière peu mécanisée s'effectue et les mineurs, comme les forestiers qui exploitaient donc la région, hébergent dans des campements et chassent dans le secteur où donc de nombreuses pistes se sont développées. En 1960, c'est là où en fait le premier statut de protection de la zone est décrété, donc il est créé une réserve de faune. L'exploitation forestière comme l'exploration minière se poursuit. Les autorités de l'époque veulent ainsi préserver la faune indigène qui s'y trouve, et notamment les cagous, alors que les agents en poste montrent qu'ils sont déjà impactés par les chiens et les chats introduits avec les hommes qui donc interviennent dans ce secteur. En 1972, donc 12 ans après, c'est un périmètre de protection qui est cette fois-ci arrêté, qui fait cette fois-ci plus de 9000 hectares. Est instaurée donc la réserve naturelle de la rivière Bleue. Cette fois-ci, les activités minières comme les activités forestières donc, qui intervenaient jusqu'à présent sont interdites. Et là, quelque part, c'est la concrétisation en fait, de la volonté des autorités que de préserver la zone en l'état, alors que la connaissance de la dynamique forestière naturelle met en avant le fait que la régénération, ne se fait pas de manière suffisamment rapide pour repasser en exploitation. Les agents en poste poursuivent leur action de lutte contre les chiens, notamment ensauvagés. Ensuite, vient en 1980, la réserve naturelle qui était arrêtée devient un parc territorial, en gardant toujours la même superficie, c'est-à-dire 9000 hectares. C'est l'époque où les premiers aménagements destinés à l'accueil du public sont créés. C'est l'époque aussi des premières études floristiques qui vont se poursuivre, et notamment avec le travail de Lorstom, et qui se sont suivies ensuite avec l'IRB. Et les opérations de protection des cagous qui débutent. C'est en 1984 que le premier recensement des cagous a eu lieu, et on n'y dénombrait malheureusement que 60 individus à l'époque. La fréquentation du parc territorial à cette époque-là est relativement limitée. Après la provincialisation, le parc
territorial de la rivière Bleue devient donc un parc provincial, ça c'est en 1990, et garde toujours la même superficie. La même année, le recensement des cagous révèle plus de 200 individus. On était passé de 60 en 99 à environ 200 de 60 en 1984, on passe donc avec un programme de protection à 200 individus en 1990. Cela montre déjà une efficacité de ces mesures qui sont prises, puisque 10 ans de mesures de protection permettent de protéger la population qui s'est développée. En 1900, à cette époque-là, le parc attire déjà quelques milliers de visiteurs par an, mais son accessibilité est très difficile en partant notamment de Nouméa. En 1999, le parc accueille plus de 20 000 visiteurs et ce sont 450 cagous cette fois-ci qui sont recensés. On voit bien qu'il y a réellement une progression et un travail de longue haleine. La protection de ces populations-là avec différentes mesures porte leurs fruits que on le voit déjà quasiment une génération, donc depuis 20 ans. C'est à cette époque aussi, en 99, où les premières études et les premières mesures de protection sont prises pour la conservation du Saribus janei. Certains peut-être le connaissent mieux sous le nom de palmier-chou, qui est donc extrêmement rare et menacé, qui n'existe que il est inféodé au Grand Sud. C'est au sein du parc provincial que va se tenir va être ancré le programme de conservation. Les espaces didactiques sont développés, notamment avec le chemin de découverte du Grand Fleuve. Enfin, c'est en 2009, la taille du parc est doublée, donc on passe de 9 000 hectares à plus de 22 000 hectares cette fois-ci, et le parc, comme le disait mon collègue Michel, intègre 2 réserves naturelles, donc la réserve de la Haute-Yaté ainsi que la réserve de la Haute-Bourina. En 2009, le recensement des cagous montre plus de 700 spécimens, donc toujours une démonstration d'une part que les actions menées sont efficaces et d'autre part que les modalités de fonctionnement et de gestion du parc sont compatibles, puisqu'on accueille à cette époque 25 000 visiteurs. Se développe le souhait de développer des activités alternatives à la mine et de favoriser l'éducation à l'environnement, c'est une politique provinciale très marquée. Et donc, il est demandé au parc de créer les conditions favorables à leur installation. Ces activités doivent être compatibles avec les vocations de conservation et le statut du parc provincial. En 2014, le parc se dote de son plan de gestion, dont on parlait que c'est un des outils, c'est pas le seul, mais c'est un des outils. Donc, effectivement, c'est différent. Le parc se dote de son plan de gestion et d'un règlement intérieur en 2014. Et enfin, le parc est marqué aussi par le classement de son périmètre à la Convention Ramsar, dont il contribue pour moitié. 2019, c'est une année très particulière parce que c'est lors de cette année qu'on a fait quasiment 40 000 visiteurs, alors qu'on comptabilisait cette fois-ci 960 cagous. Donc je fais toujours le parallèle, c'est 2 indicateurs que l'on suit. Et c'est aussi cette année-là où on a atteint en fait le triplement de la population de Saribus, donc de palmier-chou, dans le parc. C'est la population ex situ dans le parc, qui est 3 fois plus importante que la population naturelle dans son aire de répartition. En outre, le parc héberge des classes vertes, comme il est une plateforme préservée, lieu d'intérêt de scientifiques. Donc je pense à mes collègues comme Laurent Lhuillier de l'IAC qui font des travaux sur les microrhizes. Et c'est aussi le support d'une diversité d'activités écotouristiques. Donc c'est devenu aussi une plateforme qui permet de soutenir des activités qui permettent différentes pratiques. Donc pour finir, cette rétrospective met en lumière 60 ans d'évolution du statut de protection comme des modalités de gestion du parc. L'œuvre de la collectivité, le travail des hommes, a visé à concilier d'une part la conservation de la biodiversité qui est abritée, mais aussi sa valorisation auprès de différents publics. La fréquentation du parc
comme les différents résultats des programmes de protection qui l'hébergent, confirment la pertinence des actions de protection qui y sont menées. De même, il y a compatibilité des modalités d'aménagement et de gestion du parc avec la protection du patrimoine naturel qui l'héberge. Enfin, à plus grande échelle, il contribue aussi à l'effort de conservation que l'on voit être mis en œuvre en Nouvelle-Calédonie, et il témoigne de l'engagement provincial en ce sens, tout en accompagnant le développement. Merci. Donc les perspectives pour les années à venir, elles vont être développées au travers de la révision du plan de gestion. Et comme vous avez pu le voir, en fait l'évolution de la gestion du parc, comme son aménagement, comme son exploitation, comme pourquoi pas son mode de gouvernance, sont liées en fait à des attentes sociétales. Le challenge pour nous, c'est d'être capable de poursuivre le travail de conservation, c'est-à-dire de protéger l'image naturelle qu'est le parc et sa biodiversité, tout en répondant aux attentes et aux besoins sociétaux. Donc je dirais qu'on entendra et puis on essaiera de concevoir un mode de gestion, d'aménagement. Là, pour vous dire, le parc était plutôt bien doté en termes d'aménagement et d'équipement pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Mais nulle part en Nouvelle-Calédonie, on avait un site qui permettait l'accès à l'eau, l'accès à la baignade pour des personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, il y a vraiment une réelle demande, et c'est notamment notre ami Pierre Fairbank qui est porteur de ce beau projet. Donc c'est parce qu'il y a des attentes, parce qu'il y a des besoins qui sont exprimés. Et s'agissant des activités commerciales liées au tourisme dans le parc, c'est parce qu'il y a des porteurs de projets. Et je crois que c'est important, le parc, c'est pas, comme le disait Michel, c'est pas un endroit qui est mis sous cloche. On adapte notre mode de gestion, le mode d'exploitation du parc. Vous voyez, on a ouvert le lundi parce qu'avec la fréquentation actuelle suite au Covid, on pensait pouvoir cibler des personnes qui venaient pas au parc en leur ouvrant le lundi. Ça n'a pas marché. Donc voilà, on s'adapte et on répond à un besoin sociétal, à des dominantes et des composantes aussi financières et économiques. Merci. Alors, la parole à Monsieur Van Dion, qui est vraiment venu de loin, et on le remercie d'avoir fait cet effort, et qui va nous parler en particulier de la province Nord. Bonjour à tous, bonjour aux personnes que je n'ai pas pu saluer. Heureusement, je ne suis pas seul avec un bilan, j'ai vu le contact devant moi, sur le bilan. Donc voilà, maintenant c'est mon nom, je suis le chef du service des milieux ressources terrestres de la direction du développement économique et de l'environnement de la province Nord. Donc, comme cela l'indique, dans cette direction, nous avons un pied dans les deux mondes, un pied dans l'environnement et un pied dans le développement économique, chacun. Là, je suis venu pour présenter donc, les aires terrestres protégées en province Nord. J'excuse à l'avance mes collègues du milieu marin qui n'ont pas pu faire le déplacement, donc ils m'ont donné procuration, non pas pour voter, mais pour présenter à leur place donc, ce qui se passe en milieu marin. Alors, le message clé que j'ai voulu délivrer, il tient en deux phrases. La première, c'est que les aires protégées, donc c'est les bons outils pour ancrer les projets de conservation, l'action de conservation générale au cœur des territoires et des populations. Cependant, leur mise en œuvre nécessite une grande souplesse pour adapter les cadres et les modes d'intervention aux besoins réels, justement, de ces territoires et de ces populations. Donc, ça rejoint un peu ce que Catherine disait tout à l'heure à propos de ce sujet de cogestion, etc. Donc une présentation maintenant un peu rapide des aires protégées en province Nord. Donc la situation est assez différente selon qu'on soit en milieu terrestre ou en milieu marin. Donc ça tient à l'historique principalement, donc ça tient à une intervention différenciée de l'action publique dans ces deux milieux. D'abord en milieu terrestre, la situation est un peu figée, parce que ce sont les trois aires protégées existantes sont toutes héritées d'avant la provincialisation. Donc la province n'a pas créé de terre terrestre.
Et sur ces 3 aires protégées, donc une seule fait l'objet de gestion, celle du Montpagny, donc qui fait 5400 hectares gérés par une association que la province subventionne. Donc les 2 autres aires protégées rapidement terrestres, pour parler d'elles, Laupigné et PAM, donc ces 2 aires-là posent des soucis de pertinence même de leur existence. Ce sont des aires qui ont été créées par rapport à une problématique qui était identifiée au moment de leur création, comme souvent les choses à cette époque-là, comme tout à l'heure, la représentante de l'OFP a pu vous le dire. Voilà, donc c'est des préoccupations particulières qui, lorsqu'on les met en perspective avec des problèmes de conservation plus larges, ça pose des problèmes de pertinence. Sur le marin maintenant, donc la situation est inverse, si on peut dire. Donc sur les 9 aires marines protégées, 8 ont été créées par la province Nord, donc qui ont des statuts variés. Par exemple, je vais dire, les aires terrestres ont toutes le même statut unifié de réserve de nature sauvage. Un statut par défaut, en quelque sorte, au moment de la codification à droit constant du Code de l'environnement de la province Nord. Donc les aires marines protégées, elles, ont de statuts variés, sont 4 statuts différents: réserve nature intégrale, réserve nature sauvage, aire de gestion durable des ressources et parc provincial. Donc chacun de ces statuts correspond à des contextes, des enjeux particuliers de ces espaces-là. Ce sont des aires de taille moyenne, de 2500 hectares en moyenne. Aux côtés des aires marines protégées, donc il y a les zones du patrimoine mondial, donc qui comptent en province Nord 2 zones inscrites, la zone côtière nord-est et le Grand Lagon Nord. On les cite parce que il y a une action publique aussi qui est déployée sur ces espaces-là, aux côtés des aires marines protégées, même si ces espaces ne bénéficient pas encore de statut d'aire protégée. Donc, on va passer maintenant, on va dire quasiment sans transition, aux perspectives. Pour le milieu marin, donc il y a 3, on va dire, 3 perspectives qui sont autant d'actions qui vont s'engager dans les années à venir. D'une part, améliorer l'existant, parce que ces statuts ne sont pas figés. Donc d'une part, l'adaptation des statuts juridiques et aussi les modes d'intervention et la gouvernance aux besoins réels de ces aires protégées. Ensuite, il s'agit de répondre à des demandes de création d'aires marines protégées et demandes exprimées par les populations. Et dans le cadre de ces demandes, une demande de création, de prise en compte de réserves dites coutumières et un souhait d'utiliser les statuts d'aires marines protégées pour instaurer un accès, on va dire, différencié à la ressource. Donc le service marin en province Nord compte beaucoup s'inspirer de ce qu'a fait la province des îles, même si le code est encore récent et je ne crois pas qu'il y ait eu encore d'application du nouveau code de la province des îles sur les réserves coutumières en particulier. Au niveau du terrestre, donc il y a un enjeu et deux questionnements. Le premier enjeu, c'est de changer d'échelle. Donc actuellement, avec les trois aires terrestres protégées, elles totalisent 11 300 hectares. Donc ça soit très très loin, 12% de l'objectif C11 d'Aichi, si on se réfère à cet objectif-là, ou même encore moins, 4% seulement des zones clés pour la protection de la biodiversité, qui est liée, donc telles qu'elles ont été identifiées par le travail du profil d'écosystème en 2016. Donc là, il y a un enjeu véritablement de changer d'échelle. Changer d'échelle, donc dans un contexte de ressources budgétaires limitées,
non extensibles. Vous savez que le budget des provinces sont votés à l'équilibre, donc lorsqu'on veut affecter des moyens quelque part, il faut en enlever ailleurs. Donc voilà, on est dans ce contexte-là. Les deux questionnements. Donc la première question est d'ordre, on va dire, technique, scientifique. C'est la question de la représentativité, la connectivité des espaces forestiers. Donc ces questionnements sont issus des travaux de l'UMR-AMA, principalement en province Nord. Il y avait une convention avec la province Nord pour étudier les forêts. Donc elles amènent pour l'instant plus de questions que de réponses, puisque ces travaux ont permis de constater que les communautés d'espèces forestières sont distribuées de telle manière qu'il n'existe quasiment pas de forêt qui soit représentative d'autres forêts. Donc quand on passe d'une parcelle d'un hectare à une autre, 100 mètres, 200 mètres plus loin, on a une composition totalement différente. Donc ça pose la question de constituer un réseau d'aires protégées terrestres. L'autre questionnement, c'est la question même de la pertinence de la politique des aires protégées par rapport à d'autres outils de conservation de la biodiversité que sont donc la protection des espèces rares et menacées, la lutte contre les espèces envahissantes, la lutte contre les incendies. Parce qu'il s'agit d'arbitrages transversaux et à un moment donné, il faut poser ces arbitrages-là en termes d'utilité, en termes d'efficacité, en termes d'efficience. Et un dernier point pour finir, que ce soit en milieu terrestre ou en milieu marin, on constate que dans les lieux, dans les espaces de concertation qu'on a ouverts pour la cogestion, donc des espaces de discussion et des populations, de plus en plus émergent des demandes pour qu'il y ait un lien entre la nature et la culture telle qu'elle existe encore dans les conceptions kanaks et océaniennes, et une demande pour une coexistence harmonieuse entre règles coutumières et droits de l'environnement. Non pas juste imposition, mais une réelle coexistence. Je vous remercie. Merci. Alors la parole va être donnée, on va changer d'échelle, on va passer à la plus grande échelle en matière d'aires protégées avec le parc de la mer de Corail, et c'est Aurélie Faudrin qui est chargée de mission. Aurélie, tu es la dernière, tu vas Oui, j'ai la délicate mission de passer en dernière. J'espère que vous ne dormez pas encore. Promis, je vais faire vite pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, je suis Aurélie Faudrin, je travaille pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et plus spécifiquement donc, sur le parc naturel de la mer de Corail. Et aujourd'hui, je vais orienter mon intervention sur les défis que nous apporte cette aire protégée qui est particulièrement gigantesque et qui donc a des problématiques assez particulières liées à ça. Donc avec trois messages sur le fait qu'il soit gigantesque et inhabité, qu'il ait des enjeux de biodiversité très importants et donc la surveillance est particulièrement importante sur cet espace-là. Vous avez donc une carte du parc, donc vous voyez qu'on change vraiment d'échelle par rapport à mes collègues des provinces. Notre parc est inhabité, très grand et avec des espaces à enjeux très éloignés. Donc en effet, le parc il fait 1,3 million de kilomètres carrés, donc comme c'est difficile de se rendre compte de ce que ça représente, en fait c'est 2,5 fois la surface de la France métropolitaine. Et pour avoir une idée, une comparaison un petit peu plus locale, c'est 5 fois la surface de la Nouvelle-Zélande, voire même 70 fois la surface de la Nouvelle-Calédonie. En fait, il faudrait à peu près 12 jours de bateau pour faire le tour du parc sur ses limites. Donc, si vous voulez vous avoir une idée de la taille en fait, du parc, vous pouvez faire l'exercice. Vous mettez un doigt sur nord de plateau des Chesterfield, l'autre sur plateau des Bellona. Et quand vous glissez, vous vous rendez compte que c'est à peu près la même longueur que la Grande Terre. En fait, c'est 350 km et c'est exactement la distance de Nouméa à Pau. Donc on est sur des espaces qui sont particulièrement grands. Et en fait, le parc a été créé sur l'intégralité de la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie.
Donc une autre particularité de ce parc-là, c'est l'éloignement. Vous voyez les flèches que j'ai mises sur la carte. En fait, il faut 2 jours de bateau pour aller de Funumea jusqu'au Chesterfield. Donc voire même 4 ou 5 suivant les conditions météo quand vous êtes en voilier. On est sur des espaces qui sont particulièrement loin. On n'a aussi aucun habitant dans le parc. Donc il y a eu une installation, une présence humaine plus ou moins pérenne dans le parc, entre autres préhistorique à Walpole par exemple, voilà, ou liée à l'exploitation du guano à la fin du 19e siècle, à Walpole et à Entrecasteaux. Mais aujourd'hui on n'a vraiment aucun habitant dans le parc. Tous les habitants de la Nouvelle-Calédonie se trouvent en fait sur la Grande Terre et les Loyautés, donc dans les sous-compétences provinciales, les eaux sous-compétences provinciales. Donc ça a un avantage de ne pas avoir de présence humaine pérenne, c'est qu'on a peu d'impact humain. Par contre, ça a aussi un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas grand monde et ça peut poser des difficultés par rapport à la mise en place de la surveillance, par exemple, la mise en place d'actions concrètes. À chaque fois, minimum 2 jours de bateau, il faut les faire. Voilà. Donc ces critères sont à peu près communs à toutes les très grandes aires protégées et ça implique vraiment des défis particuliers à résoudre par rapport aux aires qui sont plus petites et plus proches des lieux d'habitation. Donc pour le parc naturel, les enjeux de biodiversité sont tels qu'aujourd'hui on a classé 100% des récifs et des lagons en réserve, donc ce qu'on appelle réserve naturelle et intégrale. Nos statuts sont à peu près comparables à ceux de la province sud pour vous donner des idées. Et on se tourne aujourd'hui vers un autre type d'écosystème qui sont les monts sous-marins, donc toujours dans une optique de protection. Donc les récifs à la surface, les monts sous-marins plutôt dans les profondeurs. Vous voyez qu'on a des enjeux qui sont très diversifiés dans le parc naturel et on essaye d'avoir une protection adaptée et appropriée à chaque fois. Donc pour ça, bien entendu, on s'aide de la science, des apports des campagnes scientifiques qui ont lieu dans le parc. Donc, par exemple, en 2013, on a une campagne scientifique qui nous a confirmé, sans doute déjà, qui nous a confirmé que tous les récifs du parc pouvaient être considérés comme sauvages, c'est-à-dire pratiquement vierges de tout impact humain, et ce sont parmi les derniers de la planète qui sont dans cet état-là. On sait également que les îlots du parc sont particulièrement importants pour la nidification des oiseaux et la reproduction des tortues marines, des tortues vertes. Donc tout ça a amené au fait qu'on a classé ces espaces-là en réserve. Donc tous les récifs, tous les lagons et tous les îlots bas du parc sont classés en réserve aujourd'hui. On a 28 000 km² de réserve dans le parc naturel. 28 000 km², c'est l'équivalent de la superficie de la Grande Terre et des îles Loyautés cumulées. Donc on se tourne, je vous l'ai dit tout à l'heure, on se tourne aujourd'hui vers un autre type d'écosystème qui est différent des récifs, mais tout aussi important, qui sont les monts sous-marins. Donc toujours grâce aux apports des scientifiques qui nous ont prouvé que ce sont des milieux particulièrement fragiles, vulnérables et intéressants, entre autres pour les mammifères marins. Donc il y a un travail en cours avec toutes les parties prenantes intéressées pour arriver à mettre en place des mesures de protection adaptées sur cet écosystème-là particulier. Malheureusement, donc, une telle biodiversité peut attirer la convoitise. C'est vrai que je ne vous ai pas mis la diapo d'après qui vous montre les réserves, quand même, j'aurais pu faire ça. Donc vous avez le design des 28 000 km² de réserve. Malheureusement, une telle biodiversité, ça peut attirer la convoitise et donc la surveillance est particulièrement importante. Et je vous l'ai dit, pour nous, c'est un véritable défi. Donc je peux prendre l'exemple des Blue Boat, ces navires vietnamiens qui sont venus pêcher illégalement les holothuries fin 2016, tout début 2017. Donc on a eu quand même 80 signalements de navires qui ont été faits à cette époque-là. Et on estime qu'environ 500 tonnes d'holothuries ont été pillées. C'est quand même pas anodin. Aujourd'hui, la répartition des compétences en mer fait que, Céline vous l'a un petit peu expliqué tout à l'heure, mais c'est la répartition des compétences en mer est quelque chose qui est assez complexe en Nouvelle-Calédonie. Et pour le parc naturel, donc la surveillance est faite aujourd'hui par l'État grâce à l'armée avec je vérifie sur mes notes parce que je confonds tout le temps, 3 bateaux et 2 avions. Et pas l'inverse. Voilà. Et donc la superficie du parc, 1,3 million de km², fait qu'on peut difficilement quand même mettre un militaire sur chaque îlot et sur chaque bout de récif. Donc le gouvernement veut prendre les choses en main en fait et souhaite mettre en place un véritable plan de surveillance globale sur tout le parc, avec bien entendu des focus sur les zones particulières en jeu.
Et pour ça, on est obligé de se tourner vers des technologies de surveillance à distance, comme des suivis par satellite, des bouées d'écoute, il existe même des drones sous-marins. Enfin, il y a énormément de technologies qui existent, mais qui sont toutes très récentes, voire même pour certaines en test encore actuellement, et qui coûtent en général aussi un petit peu cher. Et ces nouvelles technologies-là, donc je vous l'ai dit, qui sont plutôt à distance, nous amènent aussi un défi juridique en fait, qui est comment on arraisonne ou comment on sanctionne un contrevenant avec uniquement des preuves indirectes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'humain qui était là pour vérifier le comportement illégal. Donc c'est un véritable défi aussi. Pour conclure sur ma présentation, j'ai un petit peu la même conclusion que tous mes collègues en fait, c'est que l'aire protégée, c'est un outil, c'est uniquement un outil, donc avec des défis qui sont particuliers à résoudre en fonction du type d'air qu'on a en place, mais surtout c'est un outil donc, qui doit être associé à d'autres choses comme la sensibilisation pour faire changer les comportements et puis la surveillance qui est également nécessaire pour maintenir toutes les prescriptions qui ont été mises en place. Je vous remercie. Bien, les tables rondes sont terminées. On va passer aux questions dans la salle. Et puis Claude Perry, qui fait partie des co-organisateurs de cette table, me rendra la parole.